Bonjour à tous, bienvenue dans Direct Santé, votre rendez-vous dédié à la santé et au bien-être de toute la famille. La fièvre typhoïde, cette maladie infectieuse et potentiellement mortelle en absence de traitement. Cette fièvre survient le plus souvent dans les zones où l'hygiène est précaire. Donc elle frappe principalement les pays en développement comme l'Asie, l'Afrique ou encore l'Amérique latine. La contamination se fait par injection d'eau ou d'aliments ayant subi des contaminations fécales d'origine humaine. Cette maladie infectieuse qui est due au Salmonella typhi découvert en 1980 par Carl Joseph Herbert et isolé par George Grifty l'année suivante, elle peut se compliquer d'ostéomyélite, d'arthrite, de méningite, de perforation intestinale pouvant aller même jusqu'au décès. Donc pour mieux comprendre cette maladie et comment l'éviter, nous avons fait appel au docteur Bertin, donc médecin, qui est médecin généraliste. Et puis en deuxième partie de l'émission, nous répondrons à vos questions posées sur notre numéro WhatsApp, le plus 228 79 84 27 52. Bonjour docteur Fissal, comment ça va? Ça va. Ouais. Bonjour docteur Bertin. Bonjour madame, bonjour c'est un plaisir docteur, pour bonjour nous. à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Le plaisir est partagé. Donc aujourd'hui, on va parler de la fièvre typhoïde. Donc, quelle est la différence entre cette fièvre et les autres? D'accord, merci pour la question. La fièvre typhoïde, bon, disons, Dr Fischel avait dit, c'est une maladie bactérienne qui est hautement infectieuse. On sait que la fièvre typhoïde fait partie d'un groupe, en fait, d'une maladie infectieuse appelée les salmonelloses. Les salmonelloses, on en a différents types, dans lesquels on a la fièvre typhoïde. C'est classé en deux groupes. Si je classe comme ça, on a la fièvre typhoïde, qui contiennent les fièvres typhoïdes et les fièvres paratyphoïdes et les salmonelloses non typhoïdes. On comprendra par la suite pourquoi on nomme cette fièvre typhoïde en fait. Donc, la fièvre typhoïde, elle est due au Salmonella typhi et les autres salmonelloses sont dues à d'autres salmonelloses. Donc, on comprend que la fièvre typhoïde est due à un germe spécifique et les autres salmonelloses sont dues aussi à des germes spécifiques. C'est pourquoi la fièvre typhoïde est différente des autres fièvres. Et aussi, du côté des symptômes également, cette fièvre diffère de sa symptomatologie des autres symptômes. Et quel est l'agent qui cause cette fièvre? C'est le Salmonella typhi. Le Salmonella typhi, bon, déjà son nom, ça crée une perforation de l'intestin par la suite, si ce n'est pas traité. Donc, c'est pourquoi le nom a été donné par Salmonella typhi. D'accord. Ok, mais docteur Fissal... Bien sûr, le salmonelle, en fait, c'est ce germe, hein, c'est cette bactérie. Cette bactérie qui est un bacille là, qui infeste, qui infeste ou qui colonise la paroi digestive et qui est responsable de tous ces signes, surtout de douleurs abdominales accompagnées de fièvre en cas de cette maladie-là. Et c'est cette salmonellose, cette présence également de ce salmonelle qui fera que vous ferez la diarrhée de temps à autre, vous aurez des vomissements parce que le site privilégié, c'est le tube digestif en fait. Mais justement, voilà. Cette fièvre survient combien de temps après la contamination? Si vous êtes contaminé par la fièvre typhoïde, par le germe de la fièvre typhoïde, le Salmonella typhi, déjà 1 à 2 semaines. Le maximum, c'est 2 semaines. Habituellement, dans ce qu'on retrouve à l'hôpital, c'est à 1 semaine. Donc, après, il y a 2 phases, en fait, dans ces symptômes-là. La première phase concerne la fièvre. La fièvre est le signe le plus constant. Vous faites une fièvre typhoïde, là, vous faites toujours... Bon, la fièvre typhoïde, ça veut dire que la fièvre est constante. C'est la fièvre qui démarre. Et puis, c'est une fièvre qui est constante. Vous faites une fièvre aujourd'hui, demain, vous le faites tout le temps. Associé à la fièvre, on a les céphalées, parfois des vomissements. Et lorsqu'il ne s'est pas traité, ça rentre maintenant dans la deuxième phase. La deuxième phase, elle est très compliquée parce que c'est là on a les signes digestifs associés. Par exemple, les douleurs abdominales, les vomissements, la diarrhée. Et la diarrhée peut aller au début, c'est sous forme de l'eau. Après, ça devient sous forme de glaie. Et non traité, ça devient du sang. Et lorsque vous faites les vomissements, vous faites la diarrhée, c'est l'eau de votre organisme qui sort. Et là, par la suite, là, vous êtes déshydraté. Surtout chez les enfants. C'est pourquoi cette maladie est encore très mortelle chez les enfants. Donc voilà un peu les signes. Et c'est même cette déshydratation, en fait qui est même susceptible d'entraîner un décès. Un décès, voilà, sans compter également le fait que le parasite la bactérie peut également atteindre d'autres organes, les méninges, là, le cerveau, pour donner une méningite. Voilà. Ne pas confondre avec ça ressemble un peu aux symptômes du palu un peu. Effectivement, vu qu'au début, c'est la fièvre qui commence. Oui. Bon, on croit que c'est la fièvre. C'est pourquoi il va falloir déjà consulter le médecin, lui, il est là pour pouvoir diagnostiquer si c'est
un paludisme ou bien si c'est une fièvre typhoïde. Donc, avec quelques examens et avec son examen clinique qu'il fera, il saura si c'est le paludisme que vous avez ou vous souffrez d'une fièvre typhoïde à traiter déjà très tôt. Donc, avec une seule consultation, vous n'avez plus à aller dépenser de l'argent en pharmacie pour vous acheter des médicaments contre le palu, alors que ce n'est pas le paludisme. Consulté, voilà. Des examens vous seront faits. Surtout à traiter à la maison, il faut vraiment éviter tout ça. Non, du tout. Éviter l'automédication à la maison, consulter toujours, voilà. Ça vous fera des économies lorsque le germe sera isolé, la maladie sera détectée et on vous dira ce qu'il faut prendre comme traitement. Et du coup, ça va jusqu'à quel type de complications, la fièvre typhoïde? Oui, la fièvre typhoïde, lorsque je vais aller un peu sur son cycle lorsqu'il entre dans l'organisme. Lorsqu'il entre dans l'organisme, là, son environnement le plus préférable, c'est le tube digestif. Donc, et au niveau de l'intestin, il se réfugie là-bas. Et qu'est-ce qu'il fait? Les cellules qui sont là-bas vont réagir et il le capture. Il capture le germe et qu'est-ce qu'il fait? Il se multiplie dans ces cellules-là. Il se multiplie, il détruit ces cellules également. Celle-là, il va se répandre maintenant dans le tube digestif. En se répandant dans le tube digestif-là, il va sécréter des toxines. Oui. Ce sont ces toxines-là qui vont aller maintenant dans chaque organe, au niveau du cerveau, pour entraîner une méningite, au niveau du cœur, une myocardite, au niveau du foie, presque partout, et jusqu'au niveau des os, pour entraîner une ostéomyélite qui est vraiment très, 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 très déplorable pour les enfants. Pour les enfants surtout. Oui, cette ostéomyélite, elle se manifeste surtout par des douleurs articulaires, qui peut même être confondue aux douleurs ostéo-articulaires chez les drépanocytaires. Voilà, mais seulement que cette fois-ci, il y a une fièvre en fait. Donc il faut vraiment, c'est un diagnostic en fait. Effectivement, comme on dit dans nos jargons, toute fièvre chez un enfant, on est obligé de palper toutes les articulations, tous les os, avant de dire que c'est pas une ostéomyélite. C'est forcément important de palper tous les os. Oui, pour être sûr. Voilà. Pour être sûr. Et ça dure combien de temps, ça? La bactérie tient combien de temps dans l'organe? Dans l'organisme? Oui. Tant que vous ne le traitez pas, il va détruire en allant jusqu'à ce que vous allez succomber. En fait, les maladies, lorsqu'ils entrent dans l'organisme, c'est pas comme parfois les virus, ils entrent dans l'organisme, ils font leur temps, après ils se réfugient. Non, les bactéries, lorsqu'ils entrent dans l'organisme, le but, c'est de se multiplier. Après, c'est fini. Tant que vous ne traitez pas, il va se multiplier jusqu'à ce que vous allez en découdre. Mon Dieu. Or, mais ce qui est bien, la maladie ne vit pas vraiment très longtemps en milieu extérieur. C'est ce qui est bien. La maladie peut vivre peut-être 24 heures si c'est ici. On nettoie après, l'air peut l'emporter pour aller quelque part d'autre. Se réfugier maintenant sur les aliments et sur d'autres, dans les eaux. Là, il est là. Mais justement, sur surface libre, il n'est pas vraiment résistant. On va y venir, là, justement, les causes. On peut parler des causes. Donc, comment on l'attrape, ça? On parle des eaux et on parle de surface, mais est-ce que c'est ça, en fait? La fièvre typhoïde, c'est une maladie due à une hygiène précaire. Donc, on comprend très bien que c'est une transmission féco-orale. Je vais expliquer cela. C'est deux types de transmission. Soit, vous êtes infecté, quelqu'un, par exemple, qui a la fièvre typhoïde, qui va à l'aisselle, et c'est là vous les saluez, par exemple. Il ne se lave pas les mains, parce que on sait très bien que lorsqu'on va aux toilettes là, après le lavage des mains, on se débarrasse de 99% des microbes. Les microbes, oui. Là, il ne se lave pas les mains, vous le saluez. Là, vous reprenez directement la fièvre typhoïde, et on sait tout le monde, on sait qu'on met la main à la bouche tout le temps. Oui. On met la main à la bouche, on met les aliments à la bouche tout le temps, sans laver les mains. La transmission directe ou interhumaine, là, dans ce cas. En même temps, vous le reprenez. Oui. Voilà. Parfois, qu'est-ce qui se passe? Vous mangez quelque chose. C'est des aliments. Oui, des aliments. Vous mangez un fruit préparé par quelqu'un qui est atteint de fièvre typhoïde et qui a manipulé l'aliment, les œufs, les fruits, les légumes également. Vu qu'on ne les lave pas bien parfois, les viandes également. Bon, bref, dans tous les aliments, la fièvre typhoïde peut se réfugier et lorsque c'est manipulé par les mains infectées, vous le reprenez également. Donc là, la viande, il faut bien les cuire aussi. Voilà, une autre raison pour vous, très chers téléspectateurs, de laver les mains après tous les besoins, de laver les mains après cette sortie dehors, après avoir passé du temps dehors. Et également de bien laver les aliments avant de bien les cuire, surtout ceux qui aiment la viande saignante. Voilà, donc la viande... Même la salade, c'est pareil. Il faut légumes, en fait, c'est encore par terre, donc tout est réfugié. Toujours les laver, très bien les laver. Avant de passer à la cuisson. Voilà. Les fruits également, on le pète tout le temps, on le mange tout cru. Non, c'est pas comme ça. Il faut le laver et manger très bien. Mais bon, la viande aussi, il faut pas la faire cuire toute une journée, quoi, parce qu'après, il n'y a plus rien.
Bon, voilà, ce sont les risques. Non, mais pas saignante, mais si on met 6 heures à cuire une viande, après il restera plus pas rien. 6 heures, mais il faut quand même. Mais quand même, oui, il faut faire attention. Il faut vraiment voilà, faire très très à une attention. très bonne Et ébullition. c'est important, hein, parce que là, ça va très vite. Hein. Bon, heureusement, là, avec Covid, on se lave les mains tout le temps maintenant. Hein. Effectivement. On n'a pas le choix. Enfin, on se lave les mains avant de rentrer quelque part, mais ceux qui sortent des toilettes, Là, on n'a pas de caméra dans toutes les Voilà. Et comment on traite la fièvre typhoïde, hein, docteur Vertin? La fièvre typhoïde, c'est une maladie bactérienne. On comprend très bien que ce sera traité par des antibiotiques. Et, heureusement, les pharmaciens ont décidé que les antibiotiques seront délivrés rien que sur ordonnance médicale. Heureusement. Donc, vous êtes obligé de consulter pour avoir l'ordonnance et aller se faire traiter convenablement. Parce qu'il faut savoir que la fièvre typhoïde, même traitée, ça peut avoir des complications. Ah oui. Oui, on a eu des... Bon, disons, si on prend 100 cas, 10 cas, même traité, on peut avoir des complications. Donc, c'est vraiment ça. La fièvre typhoïde, le problème, c'est que tu peux être même porteur sain. Tu peux avoir la fièvre typhoïde et il va se réfugier quelque part en train de se reproduire lentement, surtout au niveau de la bile. Et il va coller une cholocystite. Il va se reproduire lentement. Les cholocystes également, on doit l'opérer. Et cette cholocystite-là, ça va causer plus tard un cancer. Et là, vous voyez déjà l'ampleur de cette maladie. C'est pourquoi, lorsque vous avez une fièvre, il y a beaucoup de maladies qui causent la fièvre, dont la fièvre typhoïde. Consultez, on vous diagnostique la fièvre typhoïde, on vous met une ordonnance et un antibiotique sur une ordonnance, vous allez à la pharmacie, on vous sert et vous êtes guéri. Et ça part facilement? Oui, ça part facilement. Un antibiotique agit rien que sur le germe. Au début, il y avait des antibiotiques. Il y a tout le temps, les recherches sont en train d'être faites pour découvrir d'autres antibiotiques qui doivent agir plus sur l'antibiotique. Parce que la bactérie, qu'est-ce qu'il fait aussi? Il développe des résistances. Si aujourd'hui on utilise une antibiotique sur lui, pendant un moment, il va dire non, bon, il ne va plus réagir face à cet antibiotique-là. Oui. On va maintenant chercher d'autres. On est en perpétuelle recherche. Ouais. Actuellement, on a quand même des antibiotiques qui agissent sur le germe. Donc, on continue par utiliser ces antibiotiques-là, mais en bon escient. Ah oui, parce qu'il ne faut pas en abuser non plus. Hein, parce que c'est vrai que c'est un peu rare. Hein, on ne met pas l'antibiotique tout le temps. Non. Parce qu'il ne faut pas arriver et espérer que forcément on va vous mettre une antibiotique si la maladie n'est pas aussi grave. Si vous faites une fièvre et c'est le palud, on ne mettra pas d'antibiotique pour la fièvre typhoïde, on mettra un antipaludique. Oui, c'est ça. Et justement, il existe d'autres types, d'autres formes de typhoïde? D'autres formes de typhoïde, c'est la fièvre paratyphoïde. Et ça, c'est inclus dans la fièvre typhoïde. C'est les mêmes signes. Sauf que c'est le germe qui diffère. Maintenant, il y a les salmonelleuses notifiques. Et ça, ce sont eux qui causent les toxi-infections alimentaires. Habituellement, dans les vacances, qu'est-ce qui arrive? Les Européens viennent faire des vacances ici et ils vont manger quelque chose et vous allez les retrouver à l'hôpital après. Ça, c'est pas une fièvre typhoïde qu'ils sont en train de faire, mais ils sont en train de faire une toxi-infection alimentaire. Et c'est dû à d'autres salmonelleuses qui ne sont pas typiques. Parce que leur durée d'incubation, lorsqu'ils entrent dans l'organisme, ces salmonelleuses-là, ils ont une durée d'incubation de 12 à 36 heures. Vous mangez le matin, à midi, si vous êtes infecté par ce germe-là, vous commencez déjà par faire les symptômes. Et c'est très rapide. Il y a la fièvre, il y a les diarrhées, il y a les vomissements, il y a la fatigue. Bref, vous êtes en même temps abattu. Ça aussi, il faut vraiment traiter très vite. Donc, et puis l'eau. C'est l'autre forme de... Oui, l'eau... C'est la même contamination en fait. C'est la même contamination sur c'est toujours les aliments. Il est concentré surtout sur les aliments. Les aliments et les boissons. Effectivement. Les aliments, les boissons, les œufs. Les œufs habituellement c'est cassé, on continue pas à les préparer. Les fruits parfois c'est fissuré quelque part. On continue pas à les préparer. Les conserves qui sont parfois bombées ou bien fissurées quelque part, on va dire que bon, c'est pas grave, on va continuer pas à les préparer. Tout ça là, c'est source d'infection et pour ça, ça salmonellose. Donc ça, c'est par exemple les gens qui viennent en vacances, il faut faire très attention. De toute façon, on a une liste ils donnent une liste des choses à respecter quand on vient dans les pays, dans les zones un peu tropicales. Voilà. Ils donnent des listes des choses à respecter et les vaccins aussi surtout. Oui, les vaccins aussi. Les vaccins sont quand même présents et efficaces. Déjà, à partir de 2 ans, on peut commencer déjà par faire les vaccins. Bon, disons que le vaccin ne protège pas à 100%. Le vaccin ne protège jamais à 100%. Donc, en zone de fort risque. Oui. Et quand même, si vous êtes vacciné et vous ne pratiquez pas l'hygiène, vous êtes toujours en train de manipuler sans laver,
en train de saluer les gens sans laver les mains, bon, les gens contaminés en train de vous donner la main, on comprend très bien que vous ferez encore la fièvre typhoïde. Même vacciné, vous pouvez encore le faire. Mais est-ce que l'eau du puits aussi est à éviter? Non, l'eau du puits n'est pas à éviter. L'eau du puits, l'eau du puits, ça veut dire que c'est le puits qui est infecté en fait. D'accord. Parce que souvent il y a des bactéries aussi. L'eau même n'est pas, n'est pas le problème. C'est le puits qui sera le souci. Et la façon dont on l'a puisé. Avec quel seau? Dans Oui. quel seau? Comment ça a été conditionné? Laver. C'est tout ça. Non, l'eau du puits même, ça vient de la terre. Il n'y a pas de souci. Mais c'est comment ça a été conditionné, tout ça là. C'est le circuit que ça prend jusqu'à ce que vous le buvez. Oui, c'est ça c'est qui ça. cause ces contaminations. Oui, et sans oublier qu'il faut quand même la rendre potable. Hein. Effectivement. La rendre potable, la faire bouillir un tout petit peu, la Avant laisser de tiédir cuire. avant de... Voilà, Parfois, avant on de le passer met dans les bidons, à laissé au l'utilisation. soleil avec la lumière du soleil. Ça aussi, ça. Pour la rend un peu potable. stérilisation, voilà, en quelque sorte. Parce que souvent l'eau du puits, il y a des petits vers là-dedans. Ce sont des algues. C'est normal dans les, Ah, dans des les vers. eaux. Les algues. Non, c'est pas des algues, des vers. Oui, c'est ça en fait, les verdâtres, non? Vous parlez des Des petits vers éléments. transparents un peu dans l'eau du puits. Là. Ah, les parasites là, les vers là. Ah, oh, C'est ça. vrai qu'il y en a des fois qui sont visibles, mais si Oui. cela est présent dans l'eau, c'est que ce n'est pas potable. Ce n'est pas une eau potable, ce n'est pas une eau propre. Ouais, Voilà. c'est ça. Parce qu'une eau propre n'est pas censée contenir tout ça en fait. Bon, on va revenir juste après les infos. Restez avec nous.